Dans le cadre des journées d'études sociologiques des Masters 2 à l'Université de Lettres de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiants de sociologie des universités de Tours, Poitiers et Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention de Marius Ladan, intitulée Étudier à l'ère de l'intelligence artificielle générative, qui s'appuie sur son mémoire du même titre, dirigé par Mathias Millet. Sa recherche se trouve au croisement de la sociologie des savoirs, de la transmission, de la sociologie des études supérieures et de la sociologie du numérique. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions y ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les modifiant pour les rendre plus dynamiques et plus concises. Bonne écoute! Okay, bon, désolé, du coup, oui, j'ai pas de diaporama, mais j'espère que je vais être assez clair sans. Donc moi, je vais vous présenter ma recherche qui porte, c'est bon, je peux y aller, qui porte sur l'usage de l'intelligence artificielle générative chez les étudiants d'université. Du coup, les IA génératives, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est parce que c'est assez technique et ce serait trop long ici pour en parler trop longuement. Mais de manière concise, en fait, une IA générative, ça génère du texte, du son, de la musique, des images en réponse en fait à la requête d'un utilisateur. Et du coup, ces IA, elles ont explosé en fait ces dernières années, notamment depuis la diffusion grand public de ChatGPT à la fin 2022. Et du coup, les usages faits avec ces IA se sont multipliés dans beaucoup de secteurs et dans de nombreux domaines, et notamment dans l'éducation et dans l'univers académique. Et du coup, aujourd'hui, l'usage, il apparaît massifié. Selon un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est 82% des étudiants qui ont recours à ces IA pour leurs travaux académiques. Et ce chiffre monte même à 87% selon une enquête produite par l'Université de Bordeaux. Et donc le but de la recherche, c'est finalement à rebours un peu des idées qui sont très répandues d'un point de vue médiatico-politique, c'est-à-dire d'un usage unifié qui serait homogène, purement délégatif, qui serait finalement utilisé par les mauvais étudiants à la recherche de faire ces travaux par l'IA. En fait, le but, c'est d'observer clairement les logiques d'usage à l'œuvre dans cette pratique, et notamment la différenciation sociale à l'œuvre dans le recours à l'IA. Et du coup, en clair, on se demande finalement quelles dispositions sociales et scolaires influent sur la pratique, c'est-à-dire finalement qui sont les plus enclins à recourir à ces outils, mais aussi et surtout comment se répartissent finalement les manières de faire et les manières de procéder, qui, comme je vais le montrer, peuvent être très différentes entre elles. Et aussi, la question sous-jacente à ça, c'est qu'est-ce que finalement cela génère pour l'université, à la fois individuellement, mais à la fois aussi collectivement dans les dynamiques pédagogiques, ce genre de choses. Et donc, dans le cadre de la présentation, dans un premier temps, je vais déjà montrer que tous ne s'emparent pas de l'IA pour des raisons propres et des dispositions propres que je vais spécifier, et notamment que la spécificité très finalement assez technique de l'IA peut faire office de repoussoir, et je vais montrer que certains étudiants justement déploient une technicité d'usage et des savoir-faire et des adaptations qui peuvent être mobilisées avec l'outil. Dans une deuxième partie, j'expliquerai comment finalement les manières de faire et de s'approprier l'IA se construisent et se différencient, notamment au regard des différentes disciplines d'études dans lesquelles sont pris les étudiants. Et dans une dernière partie, je montrerai que les nombreuses considérations et idéaux, on pourrait dire, notamment d'ordre politique, écologique, éthique, façonnent aussi un rapport différencié à l'IA et peut générer notamment des tensions individuelles d'usage, mais aussi des tensions pédagogiques, académiques chez les étudiants. Petit point méthodo avant de commencer le développement, c'est un travail que j'ai effectué sur 2 ans. Donc ma population d'enquête, c'est les étudiants de premier cycle, donc les étudiants de licence de l'université de Poitiers, du coup. Le premier temps de la recherche, ça a été un questionnaire qui portait du coup sur les manières de faire et le rapport à l'IA des étudiants. Donc un questionnaire que j'ai passé via les listes de diffusion, c'est-à-dire les boîtes mail universitaires en fait des étudiants. Notamment, il y avait plusieurs disciplines qui avaient été visées. C'était deux groupes de disciplines, on va dire les sciences humaines et sociales d'un côté, donc il y avait de la sociologie, de l'histoire de l'art et de la philosophie, et de l'autre côté les sciences fondamentales et appliquées, du coup les mathématiques, l'informatique, la physique et les SVT. Et donc ça constituait un échantillon de 358 répondants au questionnaire. Et le deuxième temps de l'enquête, ça a été une série d'entretiens semi-directifs, du coup au nombre de 13, auprès d'étudiants, du coup pareil, de différentes disciplines de l'université de Poitiers. Donc je commence avec mon premier point. Donc déjà, comme dit précédemment, l'usage de l'IA semble généralisé, même si tous les étudiants ne recourent pas encore à l'IA. Moi, par exemple, dans mon enquête, c'est 78% des étudiants dans mon échantillon, du coup, qui déclarent utiliser l'IA pour leurs études. Mais il y a très vite, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a des logiques en fait un peu dispositionnalistes, qui peuvent aussi expliquer le fait que finalement certains étudiants n'y recourent pas,
Et parce que du coup, c'est quand même 22% d'entre eux qui n'y recourent pas. Et j'ai l'exemple d'un étudiant par enquêté, qui lui est étudiant en première année de sociologie, qui s'appelle Loïc. Et lui, c'est un étudiant qui n'utilise pas du tout ChatGPT, qui évoque même son rejet de l'outil, qui pour lui, là je le paraphrase, qui pour lui est un peu de la triche, un peu du plagiat, dans le sens où on s'approprie une connaissance intellectuelle sans l'avoir comprise. Et du coup, en fait, son rejet de ChatGPT, ça vient aussi et surtout du rejet des outils numériques en général. C'est-à-dire que lui, il me dit qu'il déteste travailler sur ordinateur. Il m'affirme, j'ai un ordinateur que mon père m'a offert l'année dernière, que j'ai dû utiliser 3 fois. Et donc ça, en plus, couplé avec une vision assez particulière de ce que doit être le travail étudiant, c'est-à-dire une vision assez ascétique, voire même romantique, selon ses propres termes, en fait, ça façonne du coup finalement en fait son dégoût pour les outils d'IA à l'université. Et pour comprendre cela, notamment l'aspect numérique, on peut reprendre la notion de capital numérique de Fabien Granjon, qu'il définit comme étant un peu en fait un sous-ensemble du capital culturel bourdieuisien, auquel d'ailleurs il fait l'analogie en retrouvant aussi 3 états. Vous savez, il y a l'état incorporé, c'est-à-dire qui sont les dispositions plus à faire un usage pertinent, technique des outils numériques. Il y a l'état plus institutionnalisé, donc qui vient avec des diplômes, des certifications, des qualifications qui viennent sanctionner finalement des savoir-faire avec le numérique. Et l'état objectivé, donc là c'est plus des biens matériels, ça peut être un ordinateur, un téléphone, ou des biens immatériels d'ailleurs, des applications, des logiciels, ce genre de choses. Et du coup, l'auteur, il montre que, évidemment, le volume de capital numérique est largement différencié d'un point de vue socio-culturel. Et donc, avec cet étudiant, en fait, on a clairement le cas d'un étudiant qui est peu disposé avec le numérique, avec un système de préférence et de goût, et même en l'occurrence de dégoût pour les outils numériques qui est à l'œuvre, avec son aspect culturel qui est très lettré, notamment parce qu'il a un père qui est poète, voilà, qui rentre aussi en ligne de compte, qui peut expliquer la non-pratique. Et du coup, cette notion de capital numérique, elle est importante à penser pour en fait aller à l'encontre en fait d'un outil qui serait finalement intuitif, sans technique, c'est-à-dire appropriable par tout le monde de la même manière. Et cette idée, elle est d'ailleurs assez répandue chez mes étudiants dans mon échantillon, parce que 97% d'entre eux estiment que l'IA est très facile d'usage, en fait. Mais derrière, il y a une vraie technicité, un vrai savoir-faire qui peut se déployer. Et donc, par opposition, j'ai le cas d'une autre enquêtée qui est également en L1 de sociologie, qui s'appelle Johanna, et elle qui est une utilisatrice très fréquente et très méthodique de l'IA, en fait. C'est-à-dire tout d'abord, elle a préprogrammé l'IA pour que ça soit conforme aux attendus universitaires. Par exemple, elle me dit, là je la cite, hein, il est très scientifique parce que moi je l'ai programmé. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une case dans le chat GPT, là elle me montre sur son téléphone, qui te demande comment tu veux qu'il soit au quotidien. Et en fait, il faut que voilà, personnalisation, et dans personnalisation, du coup, tu as instruction personnalisée. Tu trouves un prompt, il y a plein de prompts sur Internet, des bons prompts qui fonctionnent, et du coup, j'ai écrit ce prompt-là. Enfin, je l'ai copié-collé. Et là, elle me cite le prompt qui dit « Toujours dire la vérité, ne jamais inventer, ne jamais extrapoler ou deviner. Si l'information n'est pas vérifiable, écrit je ne sais pas. Baser chaque information sur des sources crédibles, récentes et vérifiables, etc. » Enfin, il y en a plein, donc je ne vais pas tout citer, mais etc. Donc là, on voit bien que la technicité d'usage fait avec. Et il y a aussi, elle développe toute une méthodologie de révision, cette étudiante, en fait, où elle récupère des fiches de cours de ses camarades, ou alors des fiches de cours qu'elle fait avec l'IA, puis elle envoie à l'IA elle demande à l'IA des questions de type partiel, parce qu'en amont, elle avait envoyé à l'IA une grille d'évaluation standard, plus des partiels des précédentes années, et donc tout ça, après elle fait l'exercice, elle demande à l'IA de la corriger, puis elle demande à l'IA de la conseiller, et c'est un peu cet aller-retour en fait, entre l'IA et son travail académique, et en fait c'est une chaîne de travail où l'IA en fait, prend sa place à chaque étape du processus, en l'occurrence de révision, quoi. Et donc là, on voit bien cette technique en fait, d'amélioration et des compétences d'usage qu'elle établit au fur et à mesure. Et aussi, ça témoigne de son investissement aussi avec l'IA qui lui prend du temps pour à terme en fait, utiliser l'IA de manière optimisée. Elle qui me dit que l'IA est en grande partie responsable de sa réussite. Elle avait eu 16 de moyenne au premier partiel, donc elle était très contente de ça. Et du coup, le cas de Johanna, elle est assez éclairant dans les manières de faire, de recherche, d'adaptation. Mais comme on l'a vu, chacun en fait adapte ses usages à ses dispositions propres. Et le cas de Loïc, qui lui, pour le coup, a le dégoût de ses outils et qui ne sait pas utiliser ses outils, refuse d'en faire usage. Mais il y a aussi un autre facteur, et j'en viens à mon deuxième point, c'est qu'en fait que le contexte d'étude peut aussi grandement, lui, jouer sur les manières de faire. Et quand je parle de contexte d'étude, je parle notamment de discipline d'étude. Parce que s'il a été montré par de nombreux auteurs que finalement les manières d'étudier étaient largement variables selon les disciplines, donc Bernard Lahire l'a montré dans les manières d'étudier, Mathias Millet aussi dans son travail de comparaison entre étudiants de sociologie et de médecine, ils ont montré voilà, que les manières de lire, la prise de notes, les méthodes de révision, tout ça était distinct avec notamment comme principal facteur différenciateur la filière et la discipline d'études.
Et du coup, si on prend l'usage de l'IA finalement comme une nouvelle manière de procéder, une nouvelle technique de travail, en clair un outil entre guillemets comme un autre, c'est-à-dire on peut se demander du coup légitimement comment ça se répartit au sein des différentes filières et des différentes disciplines à l'université. Et ce que montre le résultat, c'est que le fait de recourir à l'IA est effectivement très variable. J'avais dit qu'au global, c'était 78% des étudiants qui utilisaient l'IA. Mais en fait, par exemple, si on s'intéresse aux étudiants d'histoire, ils ne sont que 55%, eux, à utiliser l'IA. Par exemple, les étudiants d'informatique, c'est 93%. Donc là, on voit des énormes écarts entre les disciplines. Et aussi, si les différentes disciplines présentent et offrent des savoirs et des savoir-faire bien spécifiques, ça se retranscrit aussi du coup dans d'inégales manières de faire avec l'IA, qui obéissent du coup à ces mêmes savoirs et savoir-faire, c'est-à-dire de manière transitive. C'est-à-dire que, par exemple, moi mes données montrent que ChatGPT est utilisé comme aide à la programmation et au codage par 70% des étudiants d'informatique et de mathématiques, mais du coup par quasiment aucun étudiant de sciences sociales. Et à contrario, le fait de résumer un article, un texte ou un ouvrage est utilisé par 60% des étudiants de sciences humaines et par à peine 30% des étudiants de sciences fondamentales. Donc voilà, de manière transitive, les choses faites avec l'IA ne sont pas les mêmes. Mais plus que ça, c'est aussi des manières de procéder vraiment qui diffèrent. Notamment, les étudiants de mathématiques et d'informatique sont plus intenses dans leur usage, c'est-à-dire qu'ils utilisent plus longtemps, ils sont 61% à l'utiliser plus de 15 minutes à chaque fois, alors que par exemple en histoire, ils ne sont que 30% à l'utiliser autant à chaque fois. Le niveau de rigueur non plus n'est pas le même. Par exemple, une majorité d'étudiants d'histoire contrôlent systématiquement les réponses, c'est-à-dire ils me disent toujours vérifier ce que l'IA leur dit, ils sont 60% dans ce cas, alors que les étudiants de sciences de la vie ne sont que 27% à déclarer toujours vérifier ce que l'IA leur dit. Et sur ce dernier point, d'ailleurs, l'explication peut aussi résider en fait un peu dans la spécificité finalement du savoir transmis. D'un côté peut-être plus technique, impersonnel, en sciences dures, en sciences appliquées, où l'IA serait peut-être de facto plus performante. En tout cas, c'est ce que me dit un étudiant de mathématiques. Il s'appelle Baptiste, il est étudiant en 3e année mathématiques. Et il me dit, en maths, il avait vraiment du mal. Là, je trouve vraiment, il commence vraiment à être bon. Là, il a step up. Là, il est chaud maintenant. Il fait plus d'erreurs. Les théorèmes, les exos de TD, bon, des fois, je comprends pas. Je lui dis de me le faire. Puis après, il m'explique tout, un par un. Comme ça, je fais des trucs. Puis des fois, je fais les trucs, puis je lui mets, puis il me vérifie. C'est lui qui me sert de vérification, en fait. Donc là, on voit bien que c'est l'IA même qui sert de vérification au travail de cet étudiant. Et d'ailleurs, cet étudiant, il compare à l'IA, en fait, à un prof particulier, finalement, qui est toujours, en fait, à disposition pour lui, prêt à le corriger et qui s'adapte aussi à ses besoins. Et à contrario, donc là, j'ai pris l'exemple d'un étudiant en sciences techniques, et à contrario, peut-être un savoir plus créatif, littéraire, un peu personnel, éventuellement en sciences humaines. Notamment, je prends l'exemple de Robin, qui est étudiant en histoire, qui me dit qu'il l'utilise pour chercher des citations. Et je lui demande s'il vérifie, du coup, il me dit bah oui, je suis obligé de vérifier parce que j'ai pas envie de mettre une connerie dans ma dissertation. J'essaie de vérifier quand même dans certains ouvrages, parfois quand il affiche la source, mais oui, je suis obligé de vérifier. Donc là, on voit bien la nécessité aussi de sourcer les choses, de mes citations. Voilà, c'est dû à savoir cette recherche de citations et à la précaution prise par cet étudiant qui veut pas risquer du coup la disqualification en fait académique, quoi. Et du coup, pour en finir juste sur la distinction disciplinaire, c'est aussi un rapport à sa discipline et in fine potentiellement à son secteur d'activité, sa profession, qui peut aussi jouer sur la vision des étudiants avec l'IA. Je prends l'exemple d'une étudiante qui est en 2e année d'informatique, qui s'appelle Meriem. Elle aimerait bien être faire du développement, être programmatrice. Et donc dans son cas, ce qu'elle me dit, c'est que c'est une nouvelle perspective qui s'ouvre, parce qu'il y a des masters en ingénierie sur l'IA qui s'ouvrent, il y a de l'informatique, sur du deep learning, ce genre de choses. Et pour elle, c'est vraiment une opportunité supplémentaire, et donc elle s'empare dès maintenant finalement de l'IA, parce qu'elle sait qu'à terme, elle y aura recours, et c'est bien d'expérimenter dès maintenant, et parfois ses professeurs lui autorisent, et l'invitent même à s'approprier ce genre d'outils dès maintenant. Et à contrario, il y a Martin, qui lui est étudiant en LEA, donc en langue appliquée, et lui, il n'utilise pas l'IA, ou seulement ponctuellement pour son stage, il me dit des petites écritures, mais en tout cas pas pour de la traduction, parce qu'il adore tout le métier de la traduction. Et pour lui, il explique sa difficulté à se projeter, notamment à trouver un stage, parce que l'IA prend de plus en plus de place dans les métiers de la traduction, et il galère à propos de ça. Et il me dit, je trouve ça vraiment dommage, parce que traducteur, oui, tu traduis, mais il y a aussi des travaux de recherche derrière, sur la culture, la langue, comment vivent les gens dans différents pays, pour essayer de traduire au mieux possible le sujet. Et ça, c'est un truc que l'IA te retire si c'est lui qui le fait. Donc voilà, donc lui, il ne veut pas du tout entendre parler, c'est ce qu'il me dit, il aime trop traduire pour laisser ça à l'IA, quoi. Et donc, en bilan de cette partie, il semblerait bien effectivement que le contexte d'études, quand même, dans lesquels sont pris les étudiants, influe largement sur les modalités d'usage et le rapport entretenu avec l'outil. Et du coup, j'en viens à la dernière partie, qui s'intéresse plus aux conséquences, on va dire,
individuel et aussi collectif, finalement, d'un usage, comme on le voit, un peu finalement assez massifié à l'université. Et donc cette utilisation, elle n'est pas sans conséquence sur les étudiants dans leur formation et leur apprentissage, même si c'est difficile de voir à l'instant T les effets, il faudrait peut-être une étude longitudinale ou ce genre de choses. Mais en premier lieu, les étudiants ils font part de nombreuses tensions finalement internes, entre d'une part l'injonction à la réussite, au diplôme, à la productivité académique, auquel selon eux ChatGPT peut répondre. Ils sont plus de 40% des étudiants de mon échantillon à me dire que les étudiants, à dire pardon, que l'outil est très utile, voire totalement indispensable pour leurs études quand même. Et donc il y a ça d'une part, et d'autre part, il y a des considérations personnelles, des idéaux, qui peuvent être d'ordre politique, écologique, éthique, qui les mettent finalement en porte-à-faux, un peu individuellement. Et là, je prends l'exemple qui est très parlant d'Émilie, qui est une étudiante en 3e année de lettres et de sciences politiques. Elle fait un usage assez important de l'IA pour plusieurs tâches, de l'aide à la réduction, de la mise en forme de bibliographie, de la recherche d'articles, de la restructuration de cours. Et du coup, j'en viens à la fin de l'entretien à lui demander, du coup, t'en penses quoi de l'IA? Elle me dit, déjà au niveau environnemental, c'est catastrophique. Surtout ChatGPT, en plus, avec le lien et les États-Unis, ça me dérange. Je lui fais, c'est-à-dire? Elle me dit, je sais que ChatGPT, enfin, je crois que c'est le patron de ChatGPT qui a donné je sais pas combien, enfin, bref, il y a des liens avec Trump. Donc moi, là-dessus, ouais. Et puis je trouve que d'un point de vue éthique, je trouve que c'est dommage qu'on en arrive là, qu'on n'arrive plus à faire les choses par nous-mêmes. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un progrès, quoi. Et puis je lui dis, mais du coup, le fait que tu utilises, alors que tu me dis que tu es un peu contre au niveau de l'environnement et tout, elle me dit, bah ouais, ça me fait beaucoup culpabiliser en fait. Donc là, on voit bien que la formation assez exigeante dans laquelle elle est prise, voilà, lettres sciences politiques, c'est un parcours assez exigeant à l'université. Finalement, ça la contraint, presque malgré elle, on pourrait dire, à l'assistance de l'IA, et ça crée cette tension avec voilà, ces considérations voilà, politiques, éthiques, dans laquelle elle est prise. Et un autre exemple, c'est aussi une étudiante des sciences de la vie, qui s'appelle Violette, qui elle, est très sensible à l'écologie. Elle me dit, je suis hyper sensible à tout ce qui se passe sur la planète. Du coup, ouais, j'y pense tout le temps, donc, à son usage de l'IA. Mais parfois, quand on est en période de révision, malheureusement, on pense un peu qu'à sa gueule. Et du coup, je le fais. Je sais que c'est pas bien. C'est pour ça que j'essaye de ne pas l'utiliser quand c'est pas les partiels, pour justement me dire, quand c'est les partiels, je fais une exception. Je l'utilise et c'est pour m'aider, pour avoir les meilleures notes possibles pour mon année. Donc là, on voit bien que cette étudiante, en plus, elle déclare adapter un peu son usage, justement, pour moins consommer quand il n'y a pas la grosse injonction des examens, tout ça. Et elle me dira aussi plus tard, d'ailleurs, qu'à chaque fois, elle utilise qu'un prompt, en fait, parce qu'un prompt, ça consomme beaucoup moins d'un point de vue écologique que plein de petits prompts. Donc elle adapte son usage, elle fait qu'un énorme prompt pour faire usage de l'IA. Donc là, on voit bien une adaptation aussi qui est faite, qui est due en partie à cet aspect écologique. Et puis, plus que des tensions internes, c'est aussi des tensions académiques, en fait, qui émergent. Notamment, la plupart des étudiants, ils me disent, ils jouent sur un fil, en fait, en jouant avec les attendus plus ou moins explicites et les discours parfois contradictoires, notamment du corps pédagogique, entre une répression ferme d'un côté, des usages un peu sous condition, la résignation de certains profs, l'acceptation d'autres, l'encouragement de certains. Et finalement, ce flou voilà, ne les met un peu en porte-à-faux, en fait, dans le doute et le flou de ce qui est acceptable ou non. Ils font un peu feu de tout bois, ils adaptent des stratégies pour contourner potentiellement des sanctions. Pareil, c'est le cas d'Émilie, dont j'ai déjà parlé. Elle me dit, je dis à ChatGPT de rédiger de telle manière, mais pour pas que ça se voit trop, je vais lui demander de rédiger en anglais. Et après, je traduis en français en écrivant. Donc là, par exemple, c'est une stratégie de réappropriation de l'écriture par une traduction de l'anglais au français. Bon, ce qui est permis d'ailleurs parce qu'elle a la chance d'être bilingue, donc c'est peut-être pas accessible à tous non plus. Et donc, en clair, sur ce point-là, en fait, une majorité d'étudiants souhaitent que l'IA soit soumise à un cadre d'utilisation explicite. Ils sont 78% dans ce cas-là, dans mon échantillon, à déclarer cela, et ils sont même 42% à vouloir que l'IA soit en fait enseignée à l'université, notamment pour contrecarrer cette diabolisation. J'utilise le terme à dessein parce que c'est un témoignage qui revenait souvent en fait dans les témoignages des étudiants au questionnaire. Ils parlaient de diabolisation de la part de bon nombre de professeurs, en fait, finalement, et du coup, qui les mettaient en porte-à-faux et dans cette tension académique entre, finalement, si j'utilise, est-ce que je suis toujours un bon étudiant, est-ce que je suis toujours, est-ce que je suis toujours légitime, ce genre de choses, voilà, qui créent vraiment des grandes tensions. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc déjà, bon, le premier point de la conclusion, c'est évidemment du coup que tous les étudiants n'utilisent pas déjà l'IA et surtout n'utilisent pas pour faire les mêmes choses, ni de la même manière. Il y a plusieurs logiques à ça, comme je l'ai dit, il y a une technicité d'usage et disposer à faire usage de l'outil d'une certaine manière. Il y a des schèmes de préférence à l'œuvre. Il y a un rapport de l'outil qui peut être modifié, comme je l'ai dit, par des idéaux d'ordre éthique, politique, écologique,
Voilà, notamment, là, j'ai beaucoup parlé de ChatGPT parce que moi, c'était beaucoup de ChatGPT, mais il y en a qui utilisent d'autres IA justement parce que politiquement, c'est mieux d'utiliser d'autres IA au niveau de la souveraineté française, ce genre de choses. Voilà, j'y reviens pas, mais voilà. Le deuxième point, c'est que le focus sur la discipline d'études remonte bien en fait que cette dernière, ça apparaît très discriminant en fait dans le rapport et les usages faits avec l'IA, c'est-à-dire que la discipline, a priori, est un des premiers facteurs qui construit et qui différencie les modalités d'utilisation de l'IA des étudiants. Et puis le dernier point, c'est ce que je disais juste avant, en fait, c'est que l'usage massifié crée des choses, notamment des tensions, des adaptations des étudiants. Je n'ai pas aussi parlé, mais les étudiants me disent aussi que certains profs s'adaptent, en contrepartie, donnent moins de DM, ils font des oraux, ce genre de choses. Donc un peu ce jeu finalement d'adaptation d'un côté et de l'autre. Et donc il y a un flou, notamment de ce que me disent les étudiants, quoi. Il y a un flou dans ce qu'il est possible, souhaitable, acceptable de faire avec l'IA, qui les mettent un peu en porte-à-faux et qui les mettent mal à l'aise aussi dans leurs travaux et leur métier d'étudiant, si on pourrait dire, aujourd'hui. Voilà, qui conclut mon exposé. Merci. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions. Alors, j'ai 2 questions. Pour commencer, tu avais fait un parallèle avec une personne qui utilise l'IA et la seconde pas du tout. Celle qui utilise l'IA avait eu 16 de moyenne et celle qui ne l'utilise pas avait eu combien de moyenne? Celui qui n'utilise pas, alors, c'est un étudiant qui était en histoire, qui a redoublé parce qu'il est reparti en L1 de sociologie, et il m'a dit qu'il était en difficulté, plutôt. Effectivement, c'est-à-dire, du coup, il avait eu son premier semestre un peu ric-rac autour de 10-11. Voilà, mais c'est parce que c'est aussi un étudiant, voilà, qui vient je me rappelle, cet étudiant, il s'appelle Loïc, voilà, il vient d'une famille assez populaire, immigrée. Donc c'est vrai qu'il n'a pas trop les codes de cet univers académique. Il est très, mais par contre, il conserve ce truc il fait tout manuscrit. Pour lui, il a un peu cette idée de l'étudiant à l'ancienne, quoi, qui prend tout en note écrit. Il n'a pas d'ordi, il veut pas ça. Les outils numériques, ça l'intéresse pas. Il a du mal même à écrire sous Word parce qu'il est très loin de ces choses-là. Et donc c'est aussi peut-être dû à ça qu'il est peut-être un peu en difficulté. Mais voilà. D'accord, et du coup, est-ce que les étudiants qui n'utilisent pas l'IA en général ont des moyennes moins intéressantes que les personnes qui l'utilisent? Alors, la question qui se pose, c'est en fait j'avais une question comme ça dans mon questionnaire où je demandais en fait, selon vous, est-ce que votre usage de l'IA vous procure des meilleures notes en gros? Et dans mes souvenirs, c'était entre 35 et 40% des étudiants qui disaient qu'effectivement utiliser l'IA en fait leur permettait d'avoir des meilleures notes. Et l'autre moitié disait que ça changeait pas grand-chose et quasi aucun étudiant leur disait que ça faisait baisser les notes. Donc effectivement, mais comme en plus j'avais un autre témoignage, voilà, celui de Baptiste en maths qui me disait que lui, il avait vu une augmentation de ses notes, voilà, grâce à ça. Est-ce que oui, ta question du coup c'était est-ce qu'entre quelqu'un qui utilise l'IA et quelqu'un qui n'utilise pas l'IA, il y a une différence de notes? Ça dépend de tout à chacun. A priori, il faudrait voir, voilà, il faudrait faire une étude, voir si effectivement, à l'instant T, si tu commences à utiliser l'IA, tes notes augmentent, voilà. Mais c'est toujours que c'est il y a un peu de ressenti aussi. Il y en a qui me disent que ils augmentent leurs résultats, mais par contre, ils augmentent pas leurs compétences, paradoxalement. Tu vois ce que je veux dire? Ils court-circuitent certaines tâches, ce genre de choses, mais par contre, à terme, ça peut leur desservir, et c'est notamment le cas de mon étudiante qui était Émilie, là, qui est en sciences politiques. Elle me dit qu'elle utilise parce que des fois, il faut aller vite, des fois, il n'y a pas le choix, des fois, il n'y a pas le temps, mais qu'elle sait qu'à terme, utiliser l'IA, ça nuit clairement à ses capacités académiques. Voilà. Tout ce que tu as dit était très intéressant, et tu parlais de la difficulté à gérer les différentes directives académiques sur l'usage de l'IA. À Limoges, on a eu un dossier à faire et on a dû faire une déclaration sur l'honneur de ne pas avoir utilisé l'IA, mais si on en avait eu l'usage, il fallait expliquer comment, pourquoi et décrire les prompts. Donc je me demandais si tu avais fait des entretiens avec des enseignants et enseignantes, et si, en fonction des disciplines, les enseignants n'auront pas la même vision de son usage. Ouais, alors du coup, j'ai pas fait d'entretien avec des enseignants parce que voilà, je me suis concentré sur les étudiants. Mais en fait, au fur et à mesure, les étudiants me parlent aussi de leur retour pédagogique. C'est vrai que d'un point de vue disciplinaire, ce qui transparaît, c'est qu'il y a quand même une plus grande tolérance, une plus grande marge de manœuvre dans les sciences, je dirais, techniques, ou voilà, scientifiques dures, quoi, les maths, l'informatique, la physique, les SVT, y compris aussi le droit et la gestion, beaucoup la gestion. Et ça, c'est très différencié, notamment mon étudiant qui est en langue, il me disait les profs d'éco, ils sont contre-fous qu'on utilise l'IA, même ils nous encouragent à utiliser l'IA, alors que les profs de langue, tout ça, ils nous disent, c'est juste hors de question, ça n'a aucun sens en fait.
Donc, a priori, voilà, il faudrait produire des données chiffrées un peu plus là-dessus. Mais je pense que, ah, voilà, puis aussi parce que, enfin, un professeur, il est aussi avec sa discipline, il a sa vision de celle de la discipline. Je pense, voilà, un prof d'informatique, c'est pas la même chose, voilà, qu'un prof de sociologie où ça passe par de l'écriture, par de la création quand même pure, alors que c'est dans des disciplines quand même qui sont plus techniques, on reproduit des exercices, ce genre de choses. Je pense que c'est pas le même rapport, même y compris les profs, oui, t'as raison, n'ont pas le même rapport à l'IA d'une discipline à l'autre potentiellement. Puis il y a d'autres facteurs qui jouent, il y a la discipline, puis il y a voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être ils sont plus voilà, sévères ou moins enclins à accepter certaines choses dans certaines disciplines. Peut-être effectivement de sciences humaines, de lettres. C'est une hypothèse, mais vu que j'ai pas interrogé d'enseignants soi-même. Ouais. Comment as-tu constitué ton corpus d'entretien? Peut-être à partir de ton questionnaire? Quel lien as-tu fait entre les deux? Ouais, alors j'avais fait sur le travail statistique que j'avais fait bon voilà des tableaux croisés. Voilà, il y a des choses que j'ai pas parlé. J'ai pas parlé du genre, j'ai pas parlé de l'origine sociale parce que j'ai pas pu parler de tout le monde, mais pour vérifier aussi comment ça se répartissait à ce niveau-là. J'avais fait aussi une ACM assez rapide qui montrait notamment que l'investissement scolaire était positivement corrélé avec l'intensité d'usage de l'IA, c'est-à-dire que plus on était investi dans ces études, moins on utilisait l'IA. C'est-à-dire plus on venait en cours, plus on travaillait, il y a un volume d'heures important en dehors de l'université, plus on était assidu, du coup moins on utilisait l'IA. Donc il y avait ce truc de, a priori, les étudiants les plus investis dans leurs études utilisent le moins l'IA, mais en parallèle, j'ai découvert que c'était paradoxalement, ou pas d'ailleurs, les étudiants d'origine sociale plutôt favorisés et supérieurs qui surutilisaient l'IA en fait. Et ça c'était intéressant, quelque chose que je m'y attendais pas parce que j'aurais pensé qu'en fait ça servait avant tout de palliatif aux difficultés académiques et donc on sait que les classes populaires sont potentiellement les plus touchées ou les plus loin de cet univers académique. Et en fait non, parce que les classes notamment favorisées, un peu, on les code, on va dire, scolaires, universitaires, justement pour faire un usage un peu valorisé de l'IA, c'est-à-dire peut-être invisibilisé du coup, on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'un usage finalement en fait, peut-être que l'usage valorisé de l'IA, c'est l'usage qu'on voit pas quoi. En fait, que les profs ne discernent pas et du coup, ils se disent de bonne foi, l'étudiant a fait tout ça à lui-même et du coup, ça passe. Et du coup, voilà. Mais alors il y a un travail qui a été, je sais plus son nom, mais il y a en fait un chercheur qui a fait ce travail sur un peu similaire au mien, sur des lycéens en banlieue parisienne. Et lui, sa conclusion, c'était clairement que ça ne pouvait qu'accentuer les inégalités, parce que justement, en fait, finalement, ceux qui étaient déjà en difficulté, l'IA ne les arrangeait pas parce qu'ils s'appropriaient quelque chose sur lesquels ils ne savaient pas manier, ils n'avaient pas les codes, alors que et en fait, ça les desservait plus qu'autre chose, alors que les classes supérieures, justement, s'appropriaient l'IA tout en gardant leur propre style, leurs travaux académiques. Pour l'écriture, par exemple, c'est pas, vu qu'ils savent quand même bien les classes, certains qui sont disposés à bien savoir écrire d'une manière légitime, on va dire, voilà, ils améliorent le travail parce qu'ils savent que copier-coller ChatGPT, ça se voit, c'est vulgaire, c'est un peu impersonnel et tout, il y a une singularité à garder. Donc en fait, ça a tendance, effectivement, ce qu'il disait, c'est que ça a tendance finalement à creuser, en fait, en tout cas au lycée, là, ce qu'il disait, ce chercheur, les inégalités qui sont déjà à l'œuvre, en fait. Parce que justement, ceux qui sont déjà à l'aise avec les codes scolaires le sont d'autant plus quand tu as un nouvel outil, que tu peux améliorer certaines performances, et que les autres qui sont déjà en difficulté, ils ont a priori du mal aussi à finalement calquer l'outil sur ce qui doit être fait d'un point de vue scolaire. Donc en fait, tu as bien démontré et tout, mais a priori, ouais, il y a des grandes chances que ça accentue finalement les inégalités. Ouais. Nous souhaitons remercier Marius Ladan d'avoir accepté que nous enregistrions son intervention. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.